Je rentre, vous rentrez, c'est la rentrée et l'heure de resynchroniser nos montres, pour certains avec le travail, si ce n'est déjà fait, et avec l'école pour les élèves, leurs parents, les professeurs et en fait une grande partie de la société. Pas besoin d'être Albert Einstein pour prendre la mesure de la relativité du temps. La réflexion n'en est pas moins vertigineuse et métaphysique. L'expérience très concrète de l'élasticité du temps, si long et si court, se renouvelle à chaque période de vacances, on vient de le vivre, mais aussi pendant les heures de cours. Arrête de regarder l'heure. Et parfois celle d'une émission, un phénomène très étrange, je trouve. On en parlera aussi dans cette heure. Le temps se module avec les technologies, depuis le cadran solaire jusqu'à l'intelligence artificielle et ses résultats instantanés, mais approximatifs et impersonnels, résultats qui miment la réflexion dont nous risquons de nous priver. L'actuelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, rappelait ce 26 août que le ministère de l'Éducation allait proposer aux professeurs une intelligence artificielle pour les accompagner dans leur métier. Une promesse de gain de temps, je m'interroge. Toujours est-il que le temps des enfants n'est pas celui des adultes et que la société peine à s'adapter aux plus jeunes. Le temps nécessaire aux apprentissages, au sommeil, aux loisirs, à l'ennui même, n'est pas respecté. Ce vieux problème revient cycliquement sur le devant de la scène. Ainsi, Emmanuel Macron a annoncé en mai une convention citoyenne sur les temps de l'enfant dont l'organisation a été confiée au Conseil économique, social et environnemental. Des citoyennes et citoyens sont actuellement au travail. Nous allons voir comment, avant de nous plonger dans la complexité toujours passionnante de la question des temporalités. C'est le terme que vous utilisez, Benoît Haché. Pourquoi ? Vous êtes sociologue et d'ailleurs le temps, en quoi c'est sociologique ? Alors le temps est sociologique ou travaillé par les sociologues comme un ensemble de pratiques, de représentations et de dispositifs qui permettent de coordonner nos activités. Et vous parliez de fait de rentrer, de savoir quand est le moment de la rentrée, quand est le moment de la sortie, quand est-ce qu'on se rencontre, à quel moment on peut se rencontrer. Et dans ce cas-là, on a besoin de repères qui sont construits par les instruments qui ont été construits eux-mêmes dans le temps, de calendrier, d'heures, de mois, de jours de la semaine, etc., qui vont permettre de nous coordonner. Les sociologues rajouteraient peut-être aussi que les temps peuvent être vécus assez différemment selon les personnes. Alors ici, aujourd'hui, selon l'âge, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Mais aussi selon les catégories sociales, selon les hommes et les femmes. Et c'est toute cette diversité, en fait, qui nous intéresse en tant que sociologue. Et qui donne matière à réflexion et à écriture, puisque vous êtes non seulement professeur à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, mais également auteur. Vous êtes, par exemple, auteur d'une sociologie des temporalités, publiée au printemps chez Armand Collin, et d'une semaine sur deux, comment les parents séparés se réinventent. C'était aux Arènes en 2021 et ça m'a beaucoup intéressée. J'ajoute que vous participez à l'enquête longitudinale française sur l'enfance, l'étude ELF, la fameuse étude ELF qui se déroule depuis plus d'une dizaine d'années. Avec vous, Stéphanie Mazza, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités à Lyon 1, chercheuse au centre de recherche en neurosciences. Vous enseignez la psychologie cognitive et la neuropsychologie à l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation, c'est-à-dire que vous enseignez auprès de ceux qui vont devenir enseignants. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et vous vous intéressez beaucoup au sommeil, puisque vous êtes vice-présidente de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Et ce sommeil, on va en parler. Vous êtes également membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Il faut du souffle pour dire tout ça. Avec nous, Kenza Okancé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité de gouvernance de la Convention citoyenne du Conseil économique, social et environnemental, donc dédié au temps. On parle des temps de l'enfant. Vous êtes vice-président aussi de ce même CESE chargé de la participation citoyenne. Alors, expliquez-moi comment et pourquoi le CESE s'est saisi de cette question sous l'impulsion du président de la République. Absolument. En mai dernier, le président de la République et le Premier ministre ont saisi le CESE pour organiser une nouvelle convention citoyenne, la troisième après celle sur le climat et celle sur la fin de vie, et cette fois sur les temps de l'enfant. Évidemment, on s'en est saisi avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'intérêt. Parce qu'en fait, ce sujet-là, il est primordial et c'est un sujet qui touche toute la société. On en parlait sur pourquoi le temps est sociologique, mais en fait, c'est aussi parce que c'est un fait de société, ça touche tout le monde. Le temps de l'enfant touche toute la société, ça m'intéresse. Absolument. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les rythmes scolaires, mais aussi l'organisation des vacances, des loisirs des enfants, finalement, ça ne concerne pas du tout que les parents et les professeurs ? Absolument pas. Déjà,
ça concerne les enfants. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de le rappeler et de se dire qu'on a tous été enfants. S'il y a bien quelque chose qui nous relie, c'est ça. Donc, on est tous passés par ces moments-là. Mais en plus des enfants et donc des parents, on a les enseignants, on a tous les professionnels, mais du monde de l'éducation populaire, de la culture, du sport, des loisirs qui vont être touchés. Mais la société entière s'organise aussi en partie, ou en tout cas influe les temps de l'enfant. Quand on va parler des vacances, c'est tout un milieu économique aussi qui va être touché. J'attendais ce mot économique. Bien sûr, mais c'est normal et ça le touche. Enfin, si on veut faire un petit peu d'histoire, les vacances d'été à la base sont organisées pour que les enfants en milieu rural puissent aller accompagner les parents dans les champs pour qu'ils puissent travailler. Je veux dire, il y a toujours eu des liens entre le rythme des enfants et tout le reste de la société. Et aujourd'hui, on le voit, on a tiré au sort 140 personnes qui composent cette convention citoyenne. Eh bien, ils sont intéressés, passionnés, ils ont envie d'avancer sur ce sujet parce que, quelle que soit leur situation, qu'ils soient grands-parents, parents, professionnels de l'éducation nationale, dans le monde de l'éducation populaire ou simplement Quand on tire au sort 140 personnes, on a des professeurs, forcément. On a des professeurs, on en a. Et vous le savez, on tire au sort 140 personnes et on fait, alors le terme n'est pas exact, mais une sorte de panélisation pour qu'on puisse vraiment représenter toute la diversité de la population. On a des enseignants, on a des parents, des grands-parents, mais on a aussi des personnes qui ne sont pas parents. Mais en fait, ça les concerne quand même. On va revenir sur la méthode, mais vous ne m'avez pas vraiment répondu. Pourquoi maintenant ? Mais parce qu'on le sait, aujourd'hui, la situation des enfants n'est pas bonne. Il faut être honnête. Le rythme qu'ils ont tout au long de l'année n'est pas bon. Ça, c'est un constat qui peut être partagé. Les adolescents sont fatigués. On le dit, il y a des journées qui peuvent paraître très longues pour certains enfants. Il y a énormément d'inégalités d'accès aux loisirs, au sport, à la culture, à toutes les activités qui peuvent être menées. On parle des vacances, mais plutôt que de parler du temps des vacances, on pourrait aussi exprimer qu'un enfant sur 4 aujourd'hui en France ne part pas en vacances. Ça, c'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment, peut-être, après, vous en avez parlé un petit peu, un débat qui revient très régulièrement sur les rythmes scolaires, sur ces temps, mais en fait, de se dire, peut-être qu'on va faire les choses différemment, et pour une fois, on va partir du besoin des enfants, parce qu'on sait que ça ne va pas. Et donc, à partir de là, voyons ce que la société est prête à faire. C'est tout le but de cette convention. Et maintenant, c'est le bon moment, parce qu'en fait, il faut le faire. C'est intéressant de savoir qu'on sait que ça ne va pas, parce que je ne sais pas si il y a un moment précis pour se saisir de cette question, sachant que ce savoir, on l'a depuis longtemps. On note tout de même qu'en mai dernier, la Cour des comptes a publié un rapport sur l'état de l'enseignement en France, l'enseignement primaire, et a pointé le fait que les rythmes de l'école primaire, donc maternelle et élémentaire, étaient peu adaptés aux petits Français. Alors, on va s'intéresser à la méthode. Vous avez parlé des citoyens. On va donner la parole à une des citoyennes. Avant, je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage diffusé cet été, le 24 juillet, très précisément, sur France Inter, un reportage de Sonia Princet. Vivre dans la campagne, c'est magnifique. Mais cela dit, l'accès à la culture n'est pas toujours si évident que ça. Nous, en tant que parents, ça demande d'être mobile pour les enfants. Et puis après, c'est des collèges éloignés, donc du transport, et des lycées éloignés. Dans mon école, j'ai des enfants qui viennent à la garderie dès 7h30 le matin. Les deux parents travaillent. Ils sont bien obligés de les récupérer à 18h30. Donc ça fait une amplitude pour l'enfant qui est démentielle. Hein. Moi, je vois des petites, elles ont des cernes. Mais oui, au bout de 3-4 semaines, il y a une fatigue qui s'installe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, toi ? Tu mets une semaine de vacances et après tu repars sur 4-5 semaines, une semaine de vacances. Dans les ateliers, par exemple, ça parle aussi beaucoup d'accès à la santé, notamment dans des déserts médicaux. Même si c'est très large, je pense qu'on prend le bon bout en se disant « parlons du bien-être de l'enfant et voyons comment on peut organiser la société à partir de ça ». Je suis un peu plus réservée sur ce sujet. On verra ce qui sera remonté. Si j'y croyais pas, je serais pas là ce soir. Donc je fais ma part. Après, est-ce que le gouvernement est en mesure d'entendre tout ce qu'on propose ? L'avenir nous le dira. Voilà, Sonia Princet qui a accompagné en fait cette commission qui travaille sur les temps de l'enfant. C'est marrant, c'est les temps au pluriel et enfants au singulier. Il y a peut-être des choses à dire là-dessus. Dans un déplacement, ça fait partie de la méthode. Avec nous au téléphone, Thérèse. On donne pas votre nom de famille exprès, hein, Thérèse. Vous êtes une citoyenne. On a l'impression d'être sous la Révolution française. Donc, chère citoyenne, vous participez à cette commission sur les temps de l'enfant. Que vous apportent ces consultations? Je sais que vous rencontrez beaucoup d'experts, vous le faites collectivement. Qu'est-ce que cette méthode vous permet d'apprendre sur cette question précise en tant que citoyenne? Oui, alors déjà bonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous.
Ce que cette convention citoyenne permet, je pense, c'est vraiment une expérience de démocratie vraiment, je dirais, incroyable, parce que on a conscience, quand on en fait partie, d'être vraiment dans un espace qui représente la société française. Alors là, je salue le processus, je sais, ça doit être très compliqué, mais quand on le vit, on se rend compte qu'on est vraiment dans un groupe avec une diversité à tous les niveaux. Donc ça, c'est déjà en termes de méthode, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, je suis impressionnée personnellement, et je pense que ça permet de garantir effectivement que les réflexions, j'espère les recommandations qui ressortiront de nos travaux, parce qu'on en est quand même, enfin entre guillemets qu'au début, il y a encore 5 sessions, 5 week-ends de travail, donc voilà, mais on peut espérer que ça puisse déboucher sur effectivement d'autres idées, peut-être la prise en compte effectivement de choses qui sont déjà dites par des experts, mais qui ne sont pas suffisamment écoutées. Voilà, on peut espérer aussi qu'il y ait des réflexions sur les moyens mis en œuvre sur ces temps de l'enfant. Enfin voilà. En tout cas, à vivre en tant que citoyenne, hein, si c'est la question, c'est vraiment passionnant. Et j'en profite vraiment pour redire merci à toute l'équipe du comité de pilotage, merci donc à Kenza Okancé, parce que quand on le vit de l'intérieur en tant que citoyenne, voilà, pour reprendre la terminologie, c'est vraiment sur le fond et la forme une expérience intéressante, et on se dit que ça redonne envie, voilà, de vraiment de redonner ces lettres de noblesse à la démocratie. Enfin, là, on n'est pas tous d'accord, mais tout est fait pour nous permettre de l'exprimer, mais dans le respect des uns et des autres. Donc, je trouve que ça, voilà, le cadre étant bien établi. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de points sur lesquels, sans me donner forcément votre point de vue du reste, sur lesquels vous n'êtes pas d'accord entre citoyens ? Alors après, là, j'ai parlé de désaccords, c'est plus que des désaccords, et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, on se rend compte que ce sont plutôt des questions de priorité. Je le dirais plutôt comme ça. On n'a pas les mêmes priorités. Après, si on va vraiment creuser, peut-être qu'on arriverait à... Voilà, on voit l'intérêt d'aborder tel ou tel sujet. Mais par exemple... Ce qui me frappe, typiquement, alors, sur la question... Des rythmes scolaires. Je pense qu'effectivement, cette question, elle est souvent mise en avant par les médias. On a presque l'impression que la Convention citoyenne, c'est une Convention citoyenne des rythmes scolaires. Or, ce n'est pas le cas. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Et là où je pense qu'il y a une question de priorité, certains auront peut-être plus envie qu'on travaille vraiment ces questions des rythmes scolaires, et puis d'autres qui vont se dire, non, les temps de l'enfant, c'est quand même beaucoup d'autres choses, puisqu'on sait que c'est... le temps scolaire, c'est que 32% du temps disponible. Ça fait partie des choses que j'ai appris, retenues. Donc, je trouvais intéressant de remettre ça en perspective. Même si, bien entendu, l'école, c'est fondamental, et la question des rythmes scolaires, on sait que c'est important. Mais vous voyez, je le verrai, il peut y avoir des désaccords, mais c'est beaucoup de débats sur la priorisation, plutôt. 32% du temps, ça fait réfléchir. D'ailleurs, on le dit peu, mais ce temps scolaire, il est beaucoup plus faible aujourd'hui dans son amplitude que, par exemple, au début du XXe siècle, où il y avait beaucoup plus d'heures à l'école. Il faut savoir aussi que pendant longtemps, les devoirs, il y avait beaucoup d'heures d'études à l'école, et puis que beaucoup moins d'élèves fréquentaient l'enseignement secondaire. Alors, ces précisions historiques sont importantes. On peut les lire, par exemple, dans la revue de l'Association française des acteurs de l'éducation. Construire un article extrêmement intéressant, les rythmes scolaires, la valse triste. Il est plein, le titre est très éloquent, il est plein de chiffres. Je me tourne virtuellement, puisque vous n'êtes pas dans le studio, vers vous, Stéphanie Mazza. Ce thème de la fatigue, finalement, dès qu'on parle des rythmes, des temps de l'enfant, on finit par parler de la fatigue. La fatigue, c'est un sujet extrêmement contemporain. Il y a des essais publiés sur la fatigue, des philosophes en parlent, pas seulement des sociologues. Est-ce que ça vous interpelle ? Mais complètement, ça m'interpelle, parce qu'effectivement, quand on parle du temps, c'est effectivement un objet sociologique, comme vous l'avez mentionné, mais le temps, c'est aussi un fait biologique. C'est-à-dire qu'on est programmé pour suivre un certain rythme. Et à partir du moment où il y a quelque part un décalage entre nos activités
et notamment au sein de la société, et notre rythme biologique, on va être, on appelle ça désynchronisé, et on va voir apparaître certains signes, et la fatigue fait partie de ces signes de désynchronisation. Est-ce que ces signes de désynchronisation, finalement, vous dites, voilà, on les voit, mais on n'a pas l'impression qu'ils permettent de changer des choses. Est-ce que finalement, ces intérêts économiques dont on parlait vous semblent aujourd'hui beaucoup plus prégnants et que malgré les savoirs qu'on possède et qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui, finalement, on en tient moins compte. De ce point de vue-là, est-ce que vous vous réjouissez qu'une convention citoyenne consulte des scientifiques ? Je me réjouis, c'est certain. Et effectivement, c'est un enjeu qui est extrêmement complexe, qui est systémique. Et je pense qu'on a tous quelque part notre pierre à apporter. Donc nous, en tant que scientifiques, de pouvoir donner des données probantes, de dire également qu'il y a certains moments où on ne sait pas, qu'il n'y a pas eu de recherche dans ces domaines-là, et que chacun, on puisse quelque part apporter un élément d'éclairage. Alors, on va revenir sur des données probantes, mais par exemple, le fait que les adolescents aillent en classe trop tôt, c'est quelque chose qui est prouvé. Est-ce que on a des données probantes sur la question ? Le sujet est parfois abordé par des ministres de l'Éducation comme Jean-Michel Blanquer. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, se lever plus tard quand on est ado ? Exactement, là, effectivement, ça fait partie des rythmes qu'on a longuement étudiés et au niveau international. Donc, on dispose à l'heure actuelle de données probantes. On connaît les rythmes de l'adolescent parce que ce rythme biologique dont je vous parle, il se modifie au cours de notre vie. Et l'adolescent va avoir ce qu'on appelle un décalage de phase, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de beaucoup dormir, mais son sommeil va intervenir plus tard en soirée et il va avoir besoin de fait de se lever plus tard. Et donc, si on veut quelque part lui donner la meilleure opportunité d'apprendre, il faut qu'on puisse caler ces phases d'apprentissage à son meilleur moment d'éveil, et c'est pas tôt le matin. Et donc, il y a des études qui ont été faites. On en a mené une en France avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et on a montré que de décaler d'1 heure la prise de cours des ados, donc de leur permettre de commencer à 9 heures et non pas à 8 heures, on modifiait leur sommeil, c'est-à-dire qu'on leur permet de dormir plus. Et surtout, on va agir sur d'autres facteurs, et notamment des facteurs de santé mentale. On réduit l'anxiété, on réduit la fatigue. Et il y a d'autres études qui ont montré qu'on augmentait leur performance scolaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce décalage est aussi bénéfique pour les enseignants. C'est quand même fou que le savoir qu'on possède ait si peu d'influence sur les actions mises en place. Mais peut-être que ça va changer. Tout de même, on a des indices dans le temps. J'en ai parlé lors de la conférence de presse d'un syndicat des professeurs du premier degré qui s'appelle le SNUIPP, avec sa porte-parole, Aurélie Gagné. On est revenu sur la réforme de 2012-2013 du temps scolaire. Ça a été une grosse histoire tout de même. Et puis elle m'a dit ce qu'elle attendait de cette convention citoyenne. Vous allez pouvoir répondre, Kenza Okansé. L'objectif, c'était d'alléger la journée d'école. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a très peu d'endroits où les journées elles étaient réellement allégées. Ça tient à plusieurs choses. Déjà, les familles. Les parents, la plupart du temps, n'ont pas changé leurs horaires de travail. Donc, il s'agissait d'aller chercher son enfant. Si c'était 18h, c'est resté à 18h. Donc, quand l'enfant terminait sa classe à 15h, 15h30, il était contraint, il ou elle, d'attendre ses parents jusqu'à 18h, comme avant. Donc, qu'est-ce qui se passait en attendant ? Les mairies, avec les moyens dont elles disposaient, ont mis en place les activités périscolaires, qui étaient de qualité très diverses. Parce que, faute de moyens, mais aussi par faute parfois d'intervenants. Donc il a fallu mettre des activités périscolaires en place au rabais. Donc finalement, l'élève, il n'a pas gagné de temps chez lui, n'a pas gagné de temps, je dirais, où il pouvait se reposer ou être dans un rythme plus léger. Et en plus, parfois, il a fait des activités qui n'étaient pas très intéressantes. Donc, c'est une réforme globale qu'il faut, une réforme de la société. Alors, la Convention citoyenne, avant d'y aller, on se disait il va y avoir un débat 4 jours et demi. On avait peur de ça parce que pour nous, l'école, si réforme il doit y avoir, ça doit aller au-delà de cette fameuse discussion 4 jours et demi.
Nous avons été assez, je dirais, agréablement surprises de voir que les questions étaient beaucoup plus larges que ça et tournaient autour de l'école en général. L'école inclusive, la formation des enseignants, tous les sujets qui sont nos sujets, nos revendications, nous avons eu des questions sur ces sujets. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, de savoir sur quoi ça va déboucher, si c'est comme la Convention sur le climat, bon, voilà, je n'en dirai pas plus. En tout cas, on a vu que l'intérêt pour les citoyens et les citoyennes allait dans le même sens que nous. Kenza Okancé. Non, mais je pense qu'elle dit des choses très importantes et c'est bien de l'entendre. On a auditionné les syndicats d'enseignants, les membres de l'Éducation nationale. En effet, la question, elle doit être prise de manière globale aujourd'hui. On ne peut pas tout demander à l'école. Et on ne peut pas attendre que tout se règle par là. Et justement, quand on dit qu'il faut une réforme globale, si on doit parler du bien-être des enfants, et même on peut parler du niveau de leurs apprentissages, parce que c'est un débat qui revient souvent aujourd'hui, le niveau de français, le niveau en mathématiques, je suis absolument convaincu que si on arrive à travailler et améliorer les choses en dehors de l'école, mais en fait, ça servira aussi les enfants quand ils seront à l'école. Donc oui, il faut cette réflexion globale, c'est ce que la Convention citoyenne fait. Et sur ce sur quoi ça peut déboucher, très très rapidement, la Convention citoyenne climat souffre d'une mauvaise presse, et il y a plein de raisons qui l'expliquent. Cependant, environ 70% des propositions des citoyens ont été reprises et aujourd'hui existent dans la loi par des décrets, des règlements. Donc il y a eu le côté sans filtre qui a fait mal en fait. Se dire que tout ce qu'allait proposer la Convention citoyenne allait être repris, c'est ça qui donne mauvaise presse, mais la Convention citoyenne climat n'a pas servi à rien, et notamment dans le fait de se dire qu'on pouvait faire de la politique autrement, c'est-à-dire en tirant au sort des citoyens, en les faisant débattre, en les faisant délibérer. Et la Convention citoyenne fin de vie, par exemple, a quand même débouché plus tard sur un projet de loi une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée. Donc cette convention aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on part du besoin des enfants et que donc... Et vous allez en consulter des enfants ? Absolument, on en consulte, c'est très important de le dire. Si on fait les choses bien, en fait ça servira, la société ne s'arrête pas, et de penser à cela, tant qu'on ne réglera pas ça, il faudra travailler dessus. Et donc évidemment, une convention citoyenne sur les temps de l'enfant, sans enfant, ce serait... irresponsable potentiellement. Du coup, on le disait, tout cet été, on a fait des ateliers dans les territoires, dans plus d'une trentaine d'ateliers dans toutes les régions métropolitaines, en Guadeloupe, en Guyane aussi, où on est allé à la rencontre des professionnels du secteur de l'enfance, mais aussi des enfants de 6 à 12 ans. On est allé les voir, on leur a demandé comment se passait leur journée, ce qu'ils avaient à nous dire. Et en plus de ça, en octobre, on va réunir un panel de 20 enfants et adolescents, c'est ça, entre 12 et 17 ans, qui vont venir à Paris, au CESE, et qui vont pouvoir interagir avec la Convention citoyenne, expliquer leur vécu, ce qu'ils pensent, réagir aux propositions de la Convention citoyenne pour voir si ça colle vraiment à leur réalité, mais aussi proposer leurs propres recommandations. Est-ce que les enfants vous ont dit qu'ils étaient fatigués, les enfants que vous avez rencontrés ? Oui, la fatigue est un des points qui revient beaucoup dans les ateliers qu'on a fait dans tous les territoires. Ici, en France, il y a la question de la fatigue, mais il y a aussi la question des activités. Qu'est-ce qu'on fait après l'école, et même la question de qu'est-ce qu'on fait pendant l'école. Il y a beaucoup de questions là-dessus en fait. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est à l'école ? Le but, c'est pas de penser un agenda. La Convention citoyenne, elle ne débouchera pas sur un agenda type d'un enfant en primaire, au collège ou au lycée. Le but, c'est de penser qu'est-ce qu'on fait et comment on organise tous ces temps pour que l'apprentissage et le bien-être des enfants soient améliorés. Thérèse, je reviens vers vous. La Convention, on le comprend, c'est très chouette d'y participer. L'ambition est forte. On pourrait éclairer la société, éclairer aussi les politiques. Et là, on peut faire le parallèle avec la Convention climat. Alors, à hauteur de 70%, je ne sais pas. À mon avis, ça se discute. Mais est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous n'avez pas peur d'être déçu ? C'est-à-dire qu'après un grand moment citoyen très enthousiasmant, eh bien, finalement, la possibilité d'action réelle se trouve, comme on l'a vu en 2012-2013, sans dire que c'était une bonne réforme ou une mauvaise réforme, mais totalement oblitérée par les conditions matérielles, professionnelles, etc., de la société française. Enfin, des citoyens, des enseignants, etc. C'est un questionnement qui nous traverse, ça je ne vais pas mentir. Et en même temps, on est quand même porté par cet élan de se dire on y croit. Enfin, j'aurais envie de dire,
il faut, je sais plus, oui, il faut un temps pour tout. Et là, j'ai envie d'y croire, comme tous les autres collègues citoyens. Enfin, en tout cas, je pense qu'on a une opportunité à saisir. Et finalement, notre énergie, je pense qu'il faut d'abord la mettre là, au service de ces réflexions et puis de la construction des adultes de demain. Finalement, moi, c'est ça que je vois et qui me porte. C'est de me dire qu'en réfléchissant au temps de l'enfant, on réfléchit, oui, à ce que seront les citoyens de demain. Donc, porté par cette conviction, j'allais dire, et qui est largement partagée par toute la Convention. Hein, ça, c'est ça qui est porteur. La peur ou la déception possible, chaque chose en son temps. Ce serait dommage finalement. Enfin voilà, je suis peut-être pas très claire, mais j'ai envie de me dire, ce serait dommage de passer du temps à se dire que ça va peut-être servir à rien. Non, chaque chose en son temps. Allons jusqu'au bout, portons tout ce que nous pourrons porter et on verra. Je pense qu'il sera toujours temps à ce moment-là, si des choses se présentent de manière trop décevante, d'agir, de prendre peut-être des dispositions autres. Voilà, je sais que tout ne s'arrête peut-être pas à la fin d'une convention, je crois savoir, mais là, Kenza pourra peut-être le préciser. Je crois qu'à la fin de la deuxième convention là, sur la fin de vie, il y a une association qui s'est créée, des choses comme ça. Donc finalement, c'est aussi de se dire, OK, donnons le maximum là, dans ce contexte-là, jusqu'en novembre, et puis... voilà, on refera le bilan. Le travail peut être prolongé pour faire une nouvelle référence au temps dont vous parlez énormément. On peut imaginer que c'est une impulsion. Alors peut-être, la question, et ce sera la dernière que je vous poserai, au Cancé, parce que vous devez retourner au CESE, qui n'est pas très loin de la maison de la radio, c'est celle du centralisme républicain. On dit souvent que le problème de l'éducation nationale, d'aucuns le disent, c'est pas un propos que je prends à ma charge, est trop centralisé, qu'on décide d'en haut. Mais finalement, une convention, toute citoyenne qu'elle soit, c'est jamais qu'une convention qui se tient à Paris. On fait venir les gens à Paris, mais ça, c'est très restreint. Est-ce que ça devrait pas être plus local ? On sait que l'école, c'est aussi une organisation extrêmement locale. C'est à la charge des communes, les écoles, et que il ne devrait pas y avoir des mini-conventions citoyennes partout à travers le territoire. Il faut se rappeler tout d'abord que les 140 personnes, malgré tout, viennent de quelque part. Donc quand elles ramènent ça au CESE, elles viennent avec tout leur vécu, leur expérience territoriale. Mais en effet, c'est un sujet... En fait, et même d'un côté, c'est rassurant par rapport à tout ce qu'on se disait, qui ne va pas dépendre d'une loi, qui ne va pas dépendre uniquement de la volonté d'un gouvernement. Lors de tous ces ateliers dont je parlais, qu'on fait dans les territoires, c'est pour ça, sur ce sujet, c'était indispensable de le faire. Et on a pu rencontrer des élus locaux, des responsables associatifs, des enseignants dans les territoires, justement, qui pouvaient nous parler de leur réalité et de voir tout ce qu'il y avait à faire. Là, on va dire que cet été, les territoires ont nourri la Convention citoyenne. Je pense sincèrement que la Convention citoyenne, une fois qu'elle se terminera fin novembre, va devoir nourrir les territoires aussi. Le débat ne se fera pas qu'avec l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. J'ai rencontré des maires... Et le ministère de l'Éducation. Et le ministère de l'Éducation nationale, évidemment. Entre autres, mais on pourrait parler du ministère de l'Économie, du ministère des Sports, de la Jeunesse, de la vie associative. Le sujet est très large. Mais les communes sont quand même les premières, vous l'avez dit, à gérer ces questions-là. Je pense qu'on pourra aussi accompagner et permettre de nourrir une réflexion sur le territoire, quitte à avoir des adaptations sur ce qui sera proposé par les citoyens pour que ça colle réellement aux spécificités et aux besoins d'un milieu rural, d'un milieu urbain, d'un QPV. Milieu rural, ça veut dire de longs déplacements pour les enfants. J'essaie de préciser pour qu'on se figure à quoi ça peut ressembler. Exactement, mais ça on l'a vu dans les ateliers. Quand on a fait un atelier à Souvigné-sur-Sarthe, village de 300 habitants dans la Sarthe, les problématiques de devoir pour les activités des enfants faire une demi-heure de voiture à chaque fois aller-retour pour les amener à droite, à gauche, n'étaient pas les mêmes que lorsqu'on a fait un atelier hier dans le centre-ville de Nancy, et n'était pas le même que lorsqu'on a fait un atelier aussi à Aulnay ou à Villetaneuse, où il y avait des questions à nouveau très différentes. Là, on était dans un QPV d'accès aux activités, à la culture. QPV, donc, c'est quartier prioritaire de la ville. Pardon. Et donc, c'est ça, on a besoin, mais vous l'avez dit, forcément, la question territoriale est centrale là-dedans. Aujourd'hui, on s'en sert. Demain, il faudra que la Convention citoyenne puisse inspirer les territoires à changer, donner des idées sur ce qui pourrait être fait grâce à tout le travail qui est fait par les citoyens
grâce aux experts, grâce aux professionnels. Des idées avec des moyens, enfin, vous n'avez aucun pouvoir sur les moyens, mais est-ce que c'est une question que vous abordez, la question financière ? Absolument, c'est une question très importante. Alors, je ne veux pas voler la parole à Thérèse, mais c'est une question très importante pour les citoyens. La question des moyens, des budgets, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, combien ça coûtera. Évidemment, c'est un sujet, mais comme je le disais au début, là, ce qu'on est en train de faire avec une convention citoyenne, c'est se dire, fixons-nous les priorités qu'on veut pour améliorer le quotidien des enfants de notre pays. Et à partir de là, honnêtement, je le dis, ce sera la responsabilité des décideurs publics de mettre les moyens qu'il faut pour y arriver. Aujourd'hui, cette question du besoin des enfants, du droit des enfants, elle n'est pas assez posée. On ne les écoute pas assez, on ne prend pas assez en compte leurs besoins. Donc déjà, la première des priorités, c'est l'enfant en tant que tel. Exactement, c'est la priorité. Et à partir de ça, organisons la société et mettons les moyens qu'il faut. Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête. Et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, Charles Aznavour qui écrivait aussi « Il y a encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie ». Cette idée qu'on gaspille le temps, particulièrement quand on est jeune et aussi quand on est un enfant, à faire des choses pas très utiles pour les apprentissages, revient souvent dans la bouche des parents, des éducateurs. Quand on est sociologue comme vous, Benoît Haché, je crois que vous avez écouté vraiment avec beaucoup d'attention ce qui a été dit sur la Convention citoyenne, cette idée finalement de l'usage du temps, de mettre à profit le temps, elle se déploie pas pareil suivant les milieux sociaux, mais à l'endroit de l'enfance aussi. Ça devrait être un temps plus profitable. Et dans le même temps, on nous dit qu'il faut laisser les enfants s'ennuyer. Oui, alors je crois que l'histoire déjà de penser le temps comme quelque chose que l'on gaspille ou que l'on économise ou que l'on investit bien, etc., c'est avoir une pensée du temps qui est très spatiale, en fait, comme si c'était un élément fixe, un peu extérieur, qui s'impose. Mais c'est bien ce qu'on a avec les emplois du temps. Oui, c'est bien ce qu'on a avec les emplois du temps. Mais sur une feuille avec des petites cases. Mais ce regard sur un temps uniquement spatial oublie de penser, ou d'envisager que le temps est aussi un enchevêtrement de tout un tas d'activités différentes. Et moi, j'ai tendance plutôt à travailler sur la question temporelle, non pas comme un aplat d'activités les unes à côté des autres, ce qui est la tendance qu'on a généralement pour regarder les questions de temps, mais comme
selon différents registres temporels qui peuvent être, par exemple, le rythme, comment on séquence les choses, mais ça peut être la durée d'un cours, puisqu'on en parle tout le temps, ou la durée des vacances, ou la durée d'une carrière, ou également le tempo. Est-ce qu'on va plus ou moins vite ? Ou le dernier registre temporel que j'utilise dans le livre en particulier, c'est la question de l'orientation temporelle. C'est-à-dire comment on se projette demain, comment on se projette dans 10 ans, comment on se rappelle du passé et comment on associe le présent, le futur et le passé. Alors tout ça est peut-être un peu abscon. Non, ça s'applique totalement à une heure de cours, par exemple. Simplement pour dire que de regarder la question du temps uniquement comme économie, usage du temps, c'est plus compliqué. Elle est prise dans une activité qui est beaucoup plus large et qui est aussi qui a un passé, un futur. Et par exemple, évidemment, pour les enfants qui nous intéressent aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir des sciences physiques ou des maths le lendemain fait une projection qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas y aller, par exemple, puisqu'on est confronté à ces emplois du temps, par exemple. Après, il y a une autre dimension pour répondre à votre question, qui est sans doute celle du prix du temps. Puisque quand on dit qu'il faut investir son temps, économiser son temps, ne pas perdre son temps, etc. Mais ça, c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai aussi pour les adultes, etc. C'est quand même une vieille histoire très liée à l'économie et au fait de donner de la valeur au temps. Et on se rappelle... On dit l'éducation... c'est un investissement. Et c'est les gens qui défendent l'éducation qui disent ça. Mais c'est aussi donner une valeur spécifique à ce temps de l'enfance et de l'éducation. C'est sans doute pour ça aussi. Tout à l'heure, j'entendais Thérèse, qui doit être encore là, qui disait que l'école, c'est que 32% du temps. Mais c'est 32% investi avec des espoirs énormes d'un certain nombre de parents. Et là, il faut dire mes collègues Dubé ou les sociologues ou Lahire qui fait un bouquin là-dessus en ce moment. Bernard Lahire, qui publie un livre sur en ces cette questions-là, en ce moment, qui est aussi d'actualité, si on reste sur l'école. Mais c'est-à-dire que l'école, c'est 32% du temps, mais c'est une charge mentale qui dure des années pour des parents, jusqu'à ce qu'ils soient dans la bonne école, etc. Ou à savoir, est-ce qu'ils ont la bonne orientation, ils sont dans le bon lycée, est-ce qu'on a déménagé suffisamment près du bon collège, etc. etc. Enfin, ça n'occupe pas que 32% du temps des enfants. Mais là, c'est en regardant le temps d'une façon plus large que des aplats d'activités les unes à côté des autres. Parce que c'est pas linéaire et qu'on ne peut pas s'enfermer dans une conception qui est... Enfin, l'utilitarisme, c'est décrit par les sociologues, pas seulement Max Weber. C'est l'idée que, voilà, une chose nous amène vers une autre. Ça fonctionne pas comme ça pour le temps. Par ailleurs, Benoît Haché, en vous écoutant, je me dis oui, quand on fait une heure de cours, évidemment, on peut réfléchir en séquence. Bon, ça a été longtemps recommandé, mais évidemment, qu'on se réfère à ce qu'on a fait avant, qu'on se projette dans ce qu'on va faire après, en tout cas pour l'enseignant, pas toujours pour les élèves, et que ce temps, il a toute une épaisseur. Alors, je me tourne vers Stéphanie Mazza pour vous demander si, justement, cette vision un peu linéaire du temps, avec toutes ces approches importantes et biologiques dont on a parlé, elle ne nous empêche pas aussi de voir comment se fabrique notre rapport humain au temps. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une succession d'heures qui aurait toutes la même valeur, un temps de sommeil qui doit être de temps ou temps pour toutes les personnes d'une classe d'âge, etc. Mais il y a tout un domaine de recherche qui s'intéresse à savoir si cérébralement, on a quelque part une région qui nous permettrait de percevoir le temps. Et en fait, on n'a pas de région cérébrale qui nous permet de compter le temps qui passe. Et par exemple, vous parlez d'une heure de cours, je pense que ça nous est tous arrivé. Vous allez avoir un cours passionnant, vous avez la sensation que l'heure passe en un claquement de doigts, et vous allez avoir un cours beaucoup plus difficile, et vous allez avoir la sensation que ça dure extrêmement longtemps. Par exemple, quand on a mal, on a fait des expériences dans ce sens, on voit que le temps a tendance à se dilater, on a l'impression que ça dure très très longtemps plutôt que quand on est bien. Donc il faut vraiment savoir aussi que cette perception que l'on a du temps, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors complexe et peut-être construit quand on regarde, et vraiment là je vais très très vite, la manière dont les humains organisent le temps. On voit qu'il y a des données qui reposent sur un ordre assez naturel. L'année, c'est par rapport évidemment au soleil, les journées aussi, qui font 24 heures. On peut les diviser en heures. Bon, c'est pratique, ça c'est un peu plus artificiel. Et puis, il y a cette semaine de 7 jours, dont on ne sait pas très bien pourquoi elle est organisée comme ça, d'où elle vient. Les semaines, ça ne s'aligne ni dans les mois, ni dans les années. Ça n'a pas de sens biologique. Et pourtant, et moi qui fais une émission hebdomadaire, je le perçois très, très fort. Et pourtant, c'est un peu l'alpha et l'oméga de notre organisation, Benoît Haché. Oui, alors la semaine, c'est effectivement
une durée ou un espace temporel excessivement intéressant, totalement fait social ou construction sociale, puisque comme vous le rappelez très bien, la journée, on la repère par des phénomènes naturels, l'année aussi, le mois par la lune, etc. Mais on n'avait pas d'espace temporel entre la journée et entre le mois. Donc, on a inventé la semaine. Alors, on a inventé la semaine, c'est un bien grand mot, mais tout ça s'est fait de façon très, très lente. Oui, on dit 7 jours, mais il y a des semaines dans certaines sociétés à certaines époques qui étaient de 5 jours, où on a tenté... Et le calendrier révolutionnaire a tenté 10 jours. Le calendrier révolutionnaire a tenté 10 jours. D'ailleurs, n'a pas réussi tellement les habitudes de la semaine étaient ancrées et que... le dimanche, pour l'Église en particulier, était tellement important que ça n'a pas tenu longtemps. C'était trop compliqué de changer le système. Et la semaine est quand même ce qui nous permet de structurer notre quotidien, c'est-à-dire d'organiser, je ne sais pas, nos cours de piano. On a un cours de piano le lundi et le vendredi, jamais tous les 3 jours. Sinon, on ne s'en sort pas, un jour on est en week-end, un jour on n'est pas en week-end, etc. Et la semaine, pour l'avoir travaillé aussi, c'est l'unité de compte, de mesure ou de réflexion pour organiser la résidence des enfants quand les parents sont séparés. J'ai rencontré des parents en résidence, qui a des enfants en résidence alternée, donc la moitié du temps, il n'y a pas forcément une semaine, mais qui font une semaine, parce que s'ils essayent 2 jours, ce que certains essayent, très vite, ils tombent sur des week-ends, des pas week-ends, des jours qui ne se répètent pas, ils ne comprennent rien. Donc en fait, assez facilement, on tombe sur la semaine qui, par sa cyclicité, fait qu'on se repère assez facilement. En plus, dans le cas des séparations familiales et des alternances, elle permet aussi d'avoir des jours d'activité, des jours d'école et des jours de repos à égalité pour les uns et les autres, sans essayer de couper une semaine en deux avec 7 jours, ce qui est impossible puisque... on ne peut pas couper en deux. Du temps de même valeur, ce qui pour les familles en garde partagée, ce qui n'est pas la majorité des familles séparées, serait plus pratique. Et pourtant, Dieu sait si ça a été contesté, vous en parlez dans votre livre, il y a des points de vue médicaux qui ont beaucoup, par exemple les psychologiques, qui ont beaucoup évolué dans le temps sur cette question de la garde partagée. Stéphanie Mazat, ce week-end, qui fait fonctionner la semaine en 5 jours et 2 jours, est-ce qu'il a un sens au niveau biologique et pour l'organisation, et je sais un peu ce que vous allez répondre, mais expliquez-le nous, veille, sommeil pour les enfants et peut-être pour les adultes aussi d'ailleurs? Effectivement, il n'a aucun sens biologique. Donc, c'est une alternance, on va dire, d'activités structurées, donc professionnelles ou encore l'école, puis 2 jours qui vont être des jours de repos. Et si je reprends le titre de votre émission, comment changer de rythme, on sort d'une période estivale où on avait un emploi du temps moins structuré. En fait, on le vit tous les week-ends, toutes les fins de week-end. C'est-à-dire que ces fins de semaine, on n'a plus un rythme qui est imposé par des activités structurées et on va avoir tendance quelque part à changer notre organisation. Et alors qu'il faudrait se lever, je vous parlais, il faudrait se lever tous les jours à la même heure? Exactement, c'est-à-dire, je mets une petite nuance par rapport à cela, mais ces 24 heures qui régissent notre rythme éveil-sommeil restent le même le lundi et même le samedi et le dimanche. Donc logiquement, il faudrait éviter les variations. Est-ce que du point de vue chronobiologique, et là je sais que ça n'arrivera jamais et que personne ne sera pour, il faudrait par exemple se ménager un temps d'apprentissage tous les matins de toute sa vie d'enfant et peut-être après? Alors, je fais quand même une petite nuance sur le fait qu'on parle beaucoup d'apprentissage. Quand on parle d'apprentissage, il ne faut pas penser uniquement maths, français, les sciences, etc. On a tous les apprentissages qui sont aussi des apprentissages sociaux, les compétences psychosociales, etc. Quand on parle d'apprentissage, on sait que d'un point de vue de mémoire, plus on va avoir de la régularité dans les apprentissages, plus il va y avoir de la plasticité cérébrale qui va permettre qu'on garde ces informations sur le long terme. Donc, on sait par exemple qu'un enfant qui est en train d'apprendre à lire, si on a une activité de lecture quotidienne, que ce soit par l'école ou même en famille, bien entendu, on va avoir des progrès qui vont être beaucoup plus flagrants que si vous apprenez de manière massée, puis qu'après ça, vous ne lisez plus pendant quelques jours, puis que vous revenez de nouveau. Donc, il faut savoir que quelque part, notre organisme, toutes ces ruptures, il a du mal à les gérer. Et encore plus pour les enfants et les jeunes qui ont des organismes peut-être un peu plus fragiles, même s'ils récupèrent vite. Ils se fatiguent également à l'occasion des changements de rythme accentués par les technologies. J'en parlais dans l'introduction. Alors, Elisabeth Borne parle de l'intelligence artificielle, ça permet d'aller très vite, mais
en même temps, avec les écrans, ces loisirs numériques, on a moins de bornes dans le temps. Et vous, Stéphanie Mazet, vous me parlez d'une autre invention qui est pourtant plus ancienne, c'est l'éclairage artificiel. Alors, c'est ça qui nous fatigue, ces possibilités infinies et assez géniales. Hein. C'est sympa de lire le soir avec une lampe de chevet qui finalement aussi nous fatigue parce que ça nous décroche d'un rythme plus naturel. Je reviens encore à cette fameuse horloge de 24 heures. En fait, on a cette horloge biologique en nous parce qu'on vit sur une planète qui tourne en 24 heures avec une alternance luminosité-obscurité. Et cette horloge, elle n'est pas exactement calée à 24 heures. Elle est, pour certains d'entre nous, à 23h30, d'autres à 24h30. Et donc, on est obligé de la recaler tous les jours et on utilise la lumière pour la recaler. Et en fait, on utilise surtout la lumière naturelle, la lumière du soleil, qui est le meilleur synchroniseur de notre horloge. Sauf qu'avec l'invention de la lumière artificielle, on va avoir un synchroniseur autre, non naturel, qui va avoir tendance à augmenter les périodes de luminosité en soirée, alors que logiquement, on devrait être dans l'obscurité pour caler notre horloge. Donc ces accès aux technologies nous rendent plus éveillés parce que ça va produire de la lumière, mais ça produit aussi de l'activité d'éveil. Et quand on parle de sommeil, qui est vraiment un élément fondamental pour notre santé mentale et notre santé physique, il faut savoir que dormir, c'est arrêter d'être éveillé. Donc, toutes les activités qui nous gardent éveillés nous empêchent de dormir, grignotent quelque part sur cette fonction essentielle à notre santé, et ça va instaurer certaines difficultés. Vous avez parlé de la fatigue, mais il y a d'autres types d'impacts métaboliques, des impacts sur l'humeur, etc. Et un dérèglement du corps qui va au-delà du manque de sommeil. Et puis on le voit avec l'attention, qui est une grande question scolaire qui se pose aux enseignants quand on voit que certains élèves ont plus de mal que d'autres en classe. On en reviendra dans d'autres émissions. Ce qui m'intéresse dans cet aspect économique, alors on parle de l'industrie du tourisme, de l'organisation des vacances. On peut aussi parler des GAFAM, de ceux qui cherchent à capter l'attention. Vous n'êtes pas économiste, mais sociologue, Benoît Hachet. Toutefois, cette prédation du temps des individus et des jeunes aussi, prédation presque économique qui cherche à capter attention et temps, à grignoter sur tous les loisirs. Elle touche aujourd'hui l'éducation, elle touche l'organisation du temps. C'est ça aussi que racontent les nouvelles réflexions sur le temps. En quoi ça rentre en ligne de compte quand on étudie aujourd'hui ces questions? Je pense que les questions, après je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais mais vous devez les écrans, rencontrer. bien sûr, mais la question des écrans, du temps d'écran est une question qui se pose depuis les années 2000 et qui ne se posait pas du tout avant. C'est devenu dans les enquêtes emploi du temps que font les sociologues une tranche d'activité en plus. Plusieurs heures par jour. J'ai cru comprendre que c'était autour de 3 heures, puis ça dépend par jour pour les enfants, et ça dépend des âges. Et pour les ados, plutôt 5. Plutôt 5 par 5, jour. 30. Qui effectivement participe à une forme, mais c'est toujours ambivalent, une forme de désocialisation parce qu'on est tout seul face à son écran, mais on est tellement dans les réseaux qu'on est lié aux uns et aux autres aussi. Donc c'est du temps sans doute grignoté qu'on pourrait utiliser à faire autre chose et sans doute à bouger, voir le lien avec les taux d'obésité et toutes ces questions-là, fait que les enfants ne bougent pas assez. Mais c'est aussi une manière de rester en contact avec son groupe, un groupe qui n'est plus le groupe d'amis qui va faire du vélo à côté, ce qui est certes dommage et à la fois c'est une évolution de la manière de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas à profit c'est pour des choses qui seraient intéressantes pour... Je pense qu'il est important de ne pas avoir un regard uniquement de rejet, de essayer de comprendre ce qu'on y fait. C'est toujours des histoires de temps, mais comme l'école dont on parlait tout à l'heure, c'est la question de l'organisation des temps, mais des contenus des temps. Qu'est-ce qu'on fait de ces écrans? Qu'est-ce qu'on en fait? Après, on va arriver très vite à la question de l'IA. Vous l'avez rappelé en introduction que Elisabeth Borne dit qu'il faut qu'elle soit utilisée par les professeurs pour préparer les cours. Elle est déjà utilisée largement par les élèves, par les étudiants que je vois pour rendre des devoirs. Comment on fait avec ça? Et ils gagnent ou ils perdent du temps alors?
Les élèves qui vous rendent étudiants, qui vous rendent des devoirs faits. C'est fort possible qu'ils perdent du temps. Enfin, oui, toujours pareil. C'est fort possible qu'ils perdent du temps parce que il faut reprendre, il faut essayer de masquer quand on l'a fait de cette façon-là. Ça se voit, donc il faut refaire. Et puis on n'est pas satisfait, puis on redemande. Mais voilà, enfin, on se débrouille pour faire des exercices qui ne peuvent, auxquels ChatGPT ne peut pas vraiment répondre, voire en mettant des questions blanc sur fond blanc. J'entends certains qui font ça, pour savoir si c'est ChatGPT qui l'a fait ou pas. Parce qu'eux ne le voient pas. ChatGPT répond à ça, à une question qui est invisible. Maintenant, c'est ça. Enfin, on peut trouver différentes solutions. J'ai trouvé des gens qui faisaient ça. Ce qui doit prendre également du temps. Alors, un sujet qu'il faut aborder absolument, c'est le genre du temps et l'organisation parentale. Et pour passer sur ce thème, je voulais vous proposer l'extrait d'un film qui avait retenu mon attention en 2021. Tu viens ? Ah non, j'ai pas le temps là, mon chéri. Allez, viens. Non, j'aurai plus de temps ce week-end, d'accord ? J'ai envie de voir papa. Eh ben justement, je lui ai dit que vous vouliez passer les vacances avec lui. On va aller à la plage ? Non, là, il va faire un petit peu froid pour aller à la plage. Hein. Elodie, elle m'a dit qu'on pouvait aller pêcher des coquillages. Ça vous dérange pas de passer les vacances avec Elodie ? Non. Elle est gentille avec vous ? Oui. Plus gentille que moi ? Non. Bonne réponse. Faut y aller là maintenant. Maman, j'ai faim. Tiens. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Maman, j'en veux. Attends, fais voir. Voilà. Nolan ! C'est pas une bonne idée d'aller à Paris, ça va faire comme hier soir. Je finis plus tôt aujourd'hui. S'il n'y a plus aucun train, ça changera pas grand-chose. Non mais je serai là, je dois vraiment y aller là. Ah, attendez Madame Musini, les cartes d'anniversaire de Nolan, vous pouvez les donner à la maîtresse ? Oui. Merci, à ce soir. À plein temps d'Éric Gravel avec Laure Calamy, un thriller sur la manière dont une femme va pouvoir triompher à la fois des problèmes de transport dus à une grève, des problèmes de recherche d'emploi, alors qu'elle a ses 2 enfants à plein temps, ce qui est le cas de beaucoup de mères en général, même pas forcément séparées ce temps. Donc il a un genre, il est extrêmement socialement distribué d'une certaine façon qui implique pas pareil les parents, père ou mère, ou qui décident de s'impliquer plus dans l'éducation des enfants. Benoît Haché. Oui, qui dépend de socialisation, de genre assez différenciés, et notamment d'apprendre très vite aux jeunes filles ou aux petites filles d'être dans une forme de disponibilité. La grande différence entre le temps des hommes, le temps masculin, le temps féminin, pour évidemment aller un petit peu vite, c'est la disponibilité aux autres, le care, comme on peut le dire, qui est construit par les femmes qui vont gérer les emplois du temps, faire attention à ce qu'on fait le week-end, etc., quand les hommes vont être plus concentrés sur leur activité professionnelle. Évidemment, je parle de façon très... Ça, c'est une question d'éducation, oui, préparation tout au long de la vie. Vous venez on le regarde, là aussi, il faudrait l'avis de psychologues ou de gens qui regardent les choses autrement, mais oui, on observe ces constructions d'apprentissage de qui est incité à faire telle ou telle activité, mais même telle ou telle orientation. Et on a expliqué à un certain moment l'orientation en sociologue en disant les femmes vont plus vers les études littéraires et plus vers les métiers d'enseignant parce elles projettent qu'elles auront plus de temps pour s'occuper de leurs enfants, par exemple, que dans un métier plus prenant. Voire, la magistrature qui permet de faire des dossiers à la maison, enfin, si on regarde dans différents... Alors que c'est très prenant d'être magistrat ou enseignant. C'est très prenant, bien sûr, mais de pouvoir se libérer. Après, la question qu'on posait de l'école, des rythmes scolaires et du temps, c'est une question, si on libère, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, si on libère les après-midi des enfants, comme en Allemagne, en Allemagne, les mères, il n'est pas possible de s'occuper soit elles ne travaillent pas, soit elles ne font pas d'enfants. Le taux de natalité allemand taux de natalité est très bas. Nous, on commence à baisser très largement aussi en ce moment. Allemagne. Mais simplement pour dire que la tâche de s'occuper des enfants en France, de façon générale, évidemment, il y a des variations selon les milieux, mais est une charge qui est portée par les mères, très généralement. Et de la même façon, si on libère les enfants plus tôt,
et qu'ils ont plus de travail. Le travail scolaire est fait par les mères qui vont être dans une charge mentale de s'occuper du travail, de la récitation et tout ce qu'on veut, en plus de tout le reste. Changer de rythme, ce serait changer de rythme de travail. Et en fait, c'est pas encore une question qui semble posée en France. Ça a pu l'être dans les pays scandinaves. Alors, il y a même des sociologues américaines plutôt d'ailleurs, qui ont travaillé sur la réduction du temps de travail et les possibilités de réduire son travail en entreprise pour pouvoir être plus présent à la maison. Et beaucoup de femmes ont refusé de faire ça en disant mais en fait, à la maison, c'est encore plus compliqué. L'épanouissement, je le trouve en entreprise plutôt qu'à la maison. Dans un certain nombre de cas, tellement la charge est lourde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui n'est pas souvent pensé. Et je pense que cette question de genre est absolument indispensable à penser dans les temps de l'enfant, qui sont, comme on l'a très bien dit, absolument indissociables de tout un tas d'autres temps de la société, mais en particulier de cette question des mères et des pères. Et qui fait quoi si on libère du temps ? Stéphanie Mazza, vous avez une explication sur la plasticité du temps des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas d'explication biologique ? Et pourtant, on voit que l'organisation se pense différemment. Tout à fait. Là, je pense que c'est vraiment plus une notion sociologique qu'une notion biologique, cette différence dans la gestion du temps entre les hommes et les femmes. Mais c'est vraiment une problématique. Et l'enseignante que vous avez interviewée le mentionne. Elle dit on peut réduire les journées d'école, mais les parents viendront quand même chercher les enfants à 18h. Et c'est pour ça que je trouve que ce pluriel à les temps de l'enfant est essentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le temps scolaire, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération aussi réduire effectivement le temps d'apprentissage, puisqu'on sait que d'un point de vue cognitif, les journées sont trop longues pour apprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait par la suite ? Quels sont les autres temps ? Parce qu'on ne va pas pouvoir faire peser ça aux parents et on va encore creuser des différences hommes-femmes, mais également des inégalités en termes sociaux. C'est-à-dire qu'on va avoir des milieux sociaux qui vont encore plus pâtir de cela. Important de le rappeler. Toute dernière question, Benoît Haché, elle est aussi grande que la réponse doit être rapide. Aujourd'hui, on voit que la notion d'individu est très forte et que ça pose question à l'école, alors sur l'enfant dans la classe, mais y compris sur l'organisation des vacances. De plus en plus de parents souhaitent partir décalés, ça fait débat, etc. Et ce temps de l'individu et ce temps de la société, ils ne se rencontrent pas toujours et peut-être de moins en moins, alors que nos aspirations individuelles sont plus importantes, qu'on veut pouvoir être presque plus autonome. Oui, on est plus autonome, notamment dans l'écoute de podcasts, par exemple, de France Culture, évidemment. C'est tellement bien. Mais de France Culture ou d'autres choses, ou de consommation de vidéos, etc. Mais certes, on consomme chacun plus à 20h35 comme quand j'étais jeune. Enfin, c'est passé à 21h10 maintenant. Mais tous à la même heure, devant le film du soir, etc. Mais finalement, on consomme des produits qui se ressemblent un peu à des moments différents. On reste dans un mouvement qui est peut-être pas si individuel que ça. On va tous consommer du Netflix, tous consommer des vidéos YouTube. La vidéo virale, il faut l'avoir vue, etc. Intéressant comme cette série sur la K-pop Demon Hunter que tous les enfants ont regardé cet été. Et pourtant, c'est sur une plateforme. J'ai quelques lectures à vous conseiller en cette rentrée. La revue Cometa, Gaël Faye, ce que raconteront nos enfants. C'est passionnant. Cometa, c'est une revue où il y a de longs articles et de belles photos topo de l'automne. C'est un magazine en BD avec un magnifique dossier. Vraiment, je le conseille à tous les ados sur le corps. Et puis, une série sur le sommeil qui a été publiée dans le quotidien Le Monde cet été. Je remercie Camille Maty à la réalisation, Avril Ventura qui fait tant pour cette émission, en particulier la page web, et Mineta Diawara à la technique de m'avoir accompagnée aujourd'hui.